Ouais. Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'économie sociale et solidaire. Nous aborderons cette thématique sous l'angle des transports et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Madame Févré, responsable de la coopération maritime. Monsieur Vento, ancien marin reconverti dans l'autopartage. Et Monsieur Parisien, chef de gare et associé de la FA Transport. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous pouvez bien sûr participer sur la page Facebook AEC 2015 à l'ensemble du débat et n'hésitez pas à être très actif sur la page pour nous poser toutes vos questions. Nos invités se feront un plaisir de répondre à vos questions en fin d'émission. Mais avant cela, commençons d'abord par un aperçu du secteur du transport en France. L'industrie du transport est diversifiée. Elle regroupe tous les modes de transport de biens et de personnes. Les secteurs s'articulent notamment autour de 4 grands axes, le routier, le ferroviaire, le maritime et l'aérien. Alors le réseau des transports en France est articulé en toile d'araignée autour de Paris. Quelques chiffres clés du secteur. Alors la longueur par exemple des chemins de fer, c'est 32 000 km sur toute la France, 893 000 km dont 10 500 km de route et 10 500 d'autoroutes. Les voies d'eau constituent 15 000 km mais seulement 7 000 sont exploitées régulièrement. Et pour finir, le trafic maritime de marchandises représente 365 millions de tonnes. Alors, les dépenses de transport représentent environ 18% du PIB français, dont 77% est consacré au transport routier, 6% seulement au transport aérien et 6% au transport ferroviaire. Alors en termes d'emploi, les transports représentent près d'1 million de postes à temps plein en France. Et sur ce million, un tiers est concentré sur le secteur de transport routier, des marchandises. Et au niveau environnemental, le transport en France est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, dont le transport routier est responsable à 92% de ses émissions. Alors il s'agit d'un secteur ayant un poids important en France dans l'économie et pour lequel des défis sont encore à relever. Alors on a entendu parler de l'économie sociale et solidaire, notamment depuis l'apparition en juillet 2014 de la loi s'y référant, mais finalement, qu'englobe vraiment ce terme? Alors nous, l'ESS, en fait, ça va désigner les entreprises fondées donc, sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Elles vont avoir plusieurs caractéristiques. Le but, tout d'abord, qui va être autre que le partage des bénéfices, et donc qui va être un objectif d'utilité sociale, voire environnementale. Également une liberté d'adhésion par ses membres, une gouvernance démocratique avec une participation des parties prenantes, des bénéfices majoritairement réinvestis dans la structure pour le développement de son activité, la partageabilité des réserves obligatoires et le plafonnement des salaires, c'est-à-dire qu'entre 1 et 19 employés, les salaires vont être, le dirigeant ne pourra pas être au-dessus de 4 fois le SMIC, et quand c'est au-dessus de 20 salariés, c'est 8 fois. Le but, démocratisation de l'économie par l'engagement citoyen, et pour vous donner quelques chiffres en 2012, 223 000 organisations employeuses qui vont employer 2,3 millions de salariés, soit 10,3% de la population active. Quelques chiffres étonnants, 67% de ces personnes sont des femmes, et les associations regroupent 77% de cet effectif. Pour relier ça avec le transport, ça va être 1% de ces 10%, voire moins d'1%, donc c'est vraiment très limité. Merci Monsieur Parisien. Mais y a-t-il une forme juridique particulière pour les entreprises qui s'inscrivent dans cette démarche? Alors non, ce n'est pas les statuts qui le déterminent. En fait, un projet qui s'inscrit dans l'ESS peut être réalisé à travers toutes les formes juridiques classiques. Toutefois, des structures juridiques basées sur la démocratie, l'égalité des personnes et l'utilité sociale peuvent être plus adaptées à la finalité du projet. C'est le cas par exemple des SCOP, des mutuelles, des associations ou encore des services d'aide par le travail. Ah, et vous oubliez tout de même les structures d'insertion par l'activité économique, en l'occurrence la forme de la société où je suis associé qui est main forte, et qui vont ouvrir l'insertion sociale de personnes. En fait, elles vont les former dans le cadre d'une activité. Alors quelles sont les entreprises qui s'inscrivent dans une démarche d'ESS? Alors dans ma ville, à Montpellier par exemple, il existe Mobileco. Créé en 2009, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, filiale d'un groupement coopératif nommé Réplique, donc qui a le développement durable et l'économie sociale. Donc Mobileco propose des véhicules à la vente ou à la location, donc électriques, et c'est aussi également une entreprise d'insertion qui permet de remettre sur le marché du travail des personnes en difficulté avec un objectif de 2 ans. Je peux aussi donner l'exemple de l'entreprise Chauffeur & Go qui a une gouvernance démocratique, c'est-à-dire que les chauffeurs sont aussi actionnaires avec les fondateurs.
Et dernièrement, j'ai fait réparer ma voiture chez Inser Meca, donc qui est pareil, une entreprise d'insertion qui va former les employés à réparer des véhicules, mais aussi de la vente et de la location. Donc finalement, les entreprises qui sont dans cette démarche sont très proches de chez nous. Est-ce réservé à des petites structures? Non, il existe également des grandes structures. Je peux vous citer par exemple Main-Forte, France Groupement, Cifrance, Citis, qui est donc une grosse coopération d'autopartage. Et donc ces différentes structures vont être réparties partout en France. Vous voyez, en Bretagne, en Alsace, en Lorraine, etc. Et ce n'est pas seulement un phénomène français. Je peux vous citer par exemple au Canada la CTMA et aussi le foyer handicap en Suisse. Donc voilà, qui vont aider les personnes handicapées, entre autres, à se déplacer donc grâce à des véhicules spécialisés. Je précise que la CTMA, c'est Coopérative du transport maritime et aérien. Avec ce jargon. Merci. Alors quand on parle de partage, on peut aussi penser à Blablacar qui propose du covoiturage. Finalement, est-ce que cette entreprise s'inscrit dans une démarche d'économie sociale et solidaire? Alors pour ma part, clairement non. Parce qu'en fait, cette entreprise permet de mettre en relation des conducteurs et des passagers afin de diminuer leur coût de transport. Donc les patrons sont là en fait pour faire de l'argent et les redistribuer sous forme de dividendes. Il n'y a pas de finalité sociale à mes yeux pour cette entreprise. Oui, en effet, il faut distinguer l'économie collaborative qui est une activité humaine qui vise à produire de la valeur en commun. Mais il n'y a pas forcément de réinvestissement obligatoire des bénéfices, ni d'obligation d'une gouvernance participative qui sont les caractéristiques de l'ESS. Et d'ailleurs, en parlant de tout ça, on a oublié de parler de l'accessibilité. Donc on peut parler du réseau Bimove qui vise à faciliter l'accessibilité pour les personnes en difficulté, comme les personnes âgées, les personnes handicapées ou les demandeurs d'emploi. Mais cependant, ce réseau concerne seulement les grandes villes, donc c'est une limite à l'ESS. Alors vous nous avez parlé d'entreprises liées au transport routier, mais y en a-t-il dans le transport ferroviaire, maritime et aérien? Alors au niveau du ferroviaire et de l'aérien, en fait, il faut quand même savoir que les structures de l'ESS sont souvent des petites structures. Donc en fait, dans ces deux secteurs, l'investissement de départ est très important, ce qui fait que voilà, ça limite énormément l'ESS. Et dans le secteur maritime, c'est la même chose. On retrouve seulement quelques coopératives en France. Il y a certes Cifrance qui est une SCOP, mais sinon c'est très limité. Cela peut s'expliquer par le fait que la conscience écologique et sociale est très peu développée dans le secteur maritime où règne le libéralisme le plus total avec la recherche du maximum de profit. Mais cependant, on peut noter que 40 grandes entreprises du secteur se sont groupées dans un but de développer un commerce maritime durable. Donc peut-être que ça pourra changer à l'avenir. Alors pour éclairer nos téléspectateurs, auriez-vous des exemples d'entreprises en détaillant leur fonctionnement et leurs particularités? Alors moi je vais vous parler d'un exemple qui s'est lancé chez vous en octobre 2013 en fait. C'est l'autopartage avec la société coopérative d'intérêt collectif Mobigo. Donc Mobigo fait partie du réseau Citis qui a développé le concept dans plusieurs villes de France, dont la première à Strasbourg. Donc le principe de Mobigo en fait, c'est que l'entreprise met à disposition de ses clients une flotte d'automobiles en libre service 24h sur 24 et 7 jours sur 7 qui est stationnée sur 7 emplacements spécifiques. Donc c'est comme le principe des vélos, vous payez un abonnement, puis vous payez pour chaque kilomètre parcouru. Donc c'est une formule clé en main. L'assurance tout risque, l'essence et l'entretien est compris dans le prix. D'ailleurs, vous avez une station à 5 minutes du plateau ici, comme je vous conseille de réserver. Très bien. Et quelle est la vocation du projet? Alors, la vocation, c'est de faire naître un projet social et environnemental en fait, dans les transports en commun. Il y a été une réponse à l'appel d'offres de la région Bourgogne et de l'ADEME en complément du panel de solutions Mobigo qui gère la société de tram et de bus. Ouais, ça se propose. Moi, je suis curieux au niveau de vos sources de financement, comment est-ce que ça s'organise? Alors, c'était plutôt multi-sociétariat, c'est-à-dire qu'un capital social initial qui avait été obtenu grâce en fait, à des partenaires privés, des porteurs de projets, des associations, des collectivités, des usagers. Vous-même, vous pouvez investir dès aujourd'hui chez Mobigo, il compte actuellement 20 sociétaires. Pensez-y. Alors, comment positionnez-vous par rapport à nos voisins européens? Donc chez nos voisins européens, on va dire que c'est plutôt bien avancé. En Suisse, ce sont les premiers avec la coopérative Mobility. Puis après, on a aussi les USA avec le premier opérateur qui est Avis et aussi Zika. On a encore le Canada avec Communauto qui gagne une communauté un peu plus grande de nos régions. Et il y a aussi le Luxembourg qui depuis peu en fait, a commencé à développer le concept. J'ai aussi oublié de mentionner la ville de Longwy qui est proche de chez vous et qui a mis en autopartage une voiture et qui la partage entre les services de la mairie et ses habitants, ses citoyens. Très bien. Autre exemple? Je peux vous parler de l'entreprise dans laquelle je suis associé, qui est l'entreprise Main-Forte. En fait, ça va être une entreprise d'insertion professionnelle qui va former les employés au métier de chauffeur routier à travers donc, une activité qui va être le transport et la logistique. On l'a créé en 1995. Nous avons actuellement un CA de 3 millions d'euros et une flotte de 30 camions. Alors, on va délivrer une formation de 24 mois maximum avec, par exemple, la formation au permis poids lourd.
Chiffre intéressant, nous, 65% des employés qui arrivent chez nous ont déjà trouvé un emploi, donc une sortie positive. Très bien. Et pourquoi avoir changé le secteur du transport? Écoutez, le secteur du transport est très dynamique. Il y a de très bonnes opportunités d'embauche et surtout pour un niveau de qualification qui est assez faible. Du coup, nos employés sont rapidement opérationnels et également de nombreuses possibilités d'évolution. Vous pensez direct, que c'est simplement au conducteur routier, mais voilà, ça dépendra aussi du type de camion, si c'est une citerne, un camion frigorifique. Et au niveau de vos partenaires commerciaux, comment ça marche? Nous avons des partenaires classiques, les entreprises classiques. Nous fonctionnons à la base comme une entreprise classique. Donc voilà, nos intentions à la qualité de notre service, la disponibilité de nos camions, toutes les entreprises classiques. Pensez-vous que votre activité d'insertion joue un rôle clé lorsque vous remportez un marché? Un rôle clé, non, c'est beaucoup dire. Elle joue un petit rôle. Ce qui joue avant tout un rôle, c'est évidemment la compétitivité. Mais l'insertion nous permet de nouer contact un peu plus facilement, de prospecter aussi plus facilement. Et aussi, je pense que cette activité d'insertion nous marque au niveau de l'esprit de l'entreprise. Nous avons plus de cohésion. Voilà, nous sommes plus dans une optique gagnant-gagnant. Très bien. Et une dernière question peut-être, vous avez un impact social, pour autant votre activité est quand même une source de pollution, n'est-ce pas contradictoire? Bien sûr que non, nous faisons évidemment attention à l'environnement. Voilà, dernièrement, nous avons installé tout un parc informatique sur notre flotte afin de limiter la consommation de carburant et nous formons également nos employés à l'éco-conduite. Très bien. Oui. Un dernier exemple peut-être? Oui, j'ai parlé de Sifran. Donc Sifran, c'est une entreprise qui fait le trajet Calais-Douvres par les ferries. Et donc c'est une scope qui a été créée en 2012 suite à des difficultés financières. Très bien. Comment est venue l'idée en fait d'une scope? Une scope, c'est une société coopérative de production dans laquelle les salariés sont actionnaires. Donc ce projet est né car les projets de reprise par des entreprises capitalistes ne convenaient pas aux syndicats qui étaient en place car il n'y avait pas suffisamment de garanties pour les salariés. Et donc au final, seul le projet de la SCOP est resté, donc il consistait à impliquer les salariés dans le capital social qui versait une participation pour entrer dedans et qui ensuite verse 2% de leur salaire tous les mois pour augmenter le capital social. Et pour créer ce projet, la SNCF, qui est un ancien actionnaire, a versé une indemnisation. Donc c'est comme ça que la SCOP est née. Très bien. Et ce changement a-t-il eu un impact positif sur les salariés? Et donc en effet, le fait que ça soit une SCOP a eu un impact très positif car avant les salariés étaient peu impliqués, il y avait énormément de vols de marchandises, le syndicat avait un poids très fort et les embauches n'étaient pas forcément pertinentes, donc ça avait créé des difficultés dans l'entreprise. Mais maintenant les salariés sont beaucoup plus de responsabilités, ils sont motivés, ils ont une certaine fierté, donc ça a eu beaucoup d'impact positif. Et où est la SCOP maintenant? Donc financièrement parlant, la SCOP va très bien maintenant puisqu'elle est sur le point d'atteindre un équilibre financier, tout en proposant une offre similaire à ses concurrents. Mais cependant, elle rencontre beaucoup de problèmes qui sont nés à cause de l'autorité et de la concurrence en Angleterre et avec le propriétaire de ces bateaux Eurotunnel qui veut lâcher l'entreprise. Donc c'est très compliqué pour l'entreprise actuelle. D'accord. Alors, on fait signe dans l'oreillette que notre envoyé spécial sur place à Avignon est avec nous, on va rejoindre. Alors, bonjour Romain, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Laura, effectivement, je vous entends très bien. Alors, vous venez de rencontrer la déléguée générale de la coopérative France Groupement qui s'inscrit dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Effectivement, il y a M. Madame Prunel qui représente cette coopérative. Il s'agit d'un groupement d'entreprises dans le secteur des transports qui est dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Avant tout, une fédération dont les activités sont la promotion des groupements et l'ingénierie de leurs adhérents. Alors, quel type d'entreprises font partie du groupement? Alors, ça peut être des entreprises de toute taille, exerçant sur le marché français et au international. Au sein du groupement, on trouve à la fois des activités du secteur routier, aérien ou encore maritime. Et ces entreprises sont-elles nécessairement dans une logique d'ESS? Les nouveaux collaborateurs ne sont pas forcément dans une logique d'économie sociale et solidaire, mais afin de s'intégrer au mieux à la coopérative, ils devront inévitablement s'intégrer à l'esprit coopératif. D'ailleurs, la coopérative peut se protéger statutairement avec la mise en place de périodes probatoires qui permettent de tester l'intégration des nouvelles recrues. Et comment la coopérative communique-t-elle pour inviter les entreprises à rejoindre le groupement? L'adhésion se fait principalement via le bouche à oreille. Les professionnels du secteur se connaissent entre eux. Attention, cependant, Mme Trignac a soulevé une limite à l'un des points de l'économie sociale et solidaire, à savoir que le principe
anonyme n'est pas toujours respecté, car en effet, des fois, le gérant pèse beaucoup plus du fait de sa fonction de gérant. Alors, le fait d'être un groupement d'entreprises permet d'avoir un poids plus important dans l'économie. Pensez-vous influencer les décisions que prennent les collectivités territoriales au niveau du transport? Donc pas forcément au niveau des collectivités territoriales, mais pour les membres du groupement, ça leur permet d'avoir plus de crédibilité. Par exemple, un de leurs adhérents, qui est une coopérative de voyageurs, a été créé pour répondre à une délégation de services publics et a remporté le marché grâce à sa présence dans le réseau. Merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous et très bonne journée. Bonjour madame, effectivement, je vous entends très bien. On entend très peu parler de ces entreprises. On entend très peu parler de ces entreprises, comment peut-on finalement l'expliquer? Donc par exemple pour Movigo, il y a un budget de communication qui est très haut, donc on ne peut pas communiquer, donc notre communication se fait principalement par notre réseau d'usagers et par le bouche à oreille. Donc c'est pour ça qu'on n'entend pas trop parler de nous d'un point de vue budgétaire. Donc la communication est une limite au développement de l'économie sociale et solidaire. Existe-t-il d'autres limites à ce concept? Oui, encore une fois, par rapport en lien avec la petitesse des entreprises, souvent pour démarrer, elles ont besoin de subventions de l'État. Et le fait est que, voilà, au niveau du budget de l'État, la tendance est plutôt à la baisse. Donc j'ai peur que sur le long terme, il y ait une baisse de ces subventions et qu'il y ait plus de difficultés pour la création d'une entreprise de 2 SS. Le développement de la RSE des entreprises capitalistes ne constitue-t-il pas un risque pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire? Oui, en effet, on peut préciser que le développement de la RSE constitue un risque puisqu'elle propose des services similaires aux entreprises de l'ESS. On peut citer par exemple Renault qui a développé l'offre Mobilis qui consiste à favoriser l'accessibilité pour les personnes publiques. Donc cela fait concurrence à l'ESS qui propose aussi des offres similaires. Mais cependant, il faut préciser que ça peut aussi aider les entreprises de l'ESS puisque les entreprises privées sont des sources de financement assez importantes pour les entreprises de ce secteur-là. Sur le même sujet, aussi, on peut rajouter l'entreprise Divia ici, qui a mis en place Divia City, qui est une navette gratuite pour tous au centre-ville. Et également aussi, elle met à disposition donc, des transports gratuits pour les personnes handicapées, enfin mobilité réduite. Et il suffit pour cela de les appeler et ils viennent les chercher directement à domicile gratuitement. Très bien, je vous remercie. Alors nous arrivons au terme de cette émission, mais avant de conclure, répondons tout de suite aux questions des téléspectateurs, s'il y en a. Et visiblement, il n'y en a pas. Vous avez encore quelques secondes, nous traitons une page.